peu chaud, hein, c'est pour ça. Près de Paris. Et plus particulièrement, je travaille pour le service de crise de cet institut. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine-là. Mon domaine à moi, c'est la gestion des crises nucléaires. Et donc pour aujourd'hui, je suis accompagné de Bruno Cessac, qui travaille dans mon service depuis de nombreuses années. On travaille ensemble depuis très longtemps. Et son domaine d'excellence à lui, c'est la gestion post-accidentelle. Donc avec ça, je pense qu'on sera en mesure, je l'espère, de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on vous propose le format suivant. On va vous faire un exposé qui présente un petit peu la situation à la fois sur le réacteur très rapidement, l'environnement et la sécurité alimentaire pour ce qui concerne Bruno. Donc c'est une assez courte présentation, en gros d'une demi-heure. Et puis ça laissera la place à en gros 1 heure de questions auxquelles on essaiera de répondre de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Voilà. Alors je vais commencer. Tout d'abord, un petit état rapide des lieux sur l'installation nucléaire. Je pense que vous suivez les informations. Donc on a le constat suivant, il y a 3 réacteurs qui ont fondu, donc ça c'est une nouvelle pour personne. Le corium, c'est-à-dire le mélange fondu des assemblages combustibles, du combustible, donc on doit s'en donner une représentation, une sorte de magma un peu comme ce qui sortirait d'un volcan si ça apporte une image. Donc c'est relocalisé, c'est mis au fond de ces cuves, donc c'est quelque chose qui a détruit la structure à l'intérieur des cuves des réacteurs. Les cuves sont non étanches, hein, c'est notamment une des raisons pour lesquelles l'eau qui sert à refroidir ces réacteurs s'accumule dans les bâtiments après avoir rempli leur rôle de refroidissement, parce qu'effectivement ces cuves sont percées et ont des trous. Vraisemblablement le corium que j'évoquais, il est probable qu'il se soit en partie répandu au fond des réacteurs. Donc, on verra en quoi c'est pas forcément un problème en termes d'impact environnemental, et c'est plus un problème pour le site et la gestion du site. L'inertage des enceintes de confinement est en cours, c'est-à-dire que le procédé utilisé sur ce type de réacteur veut que l'enceinte de confinement est toujours plein d'azote. Et ça, c'est pour combattre la production d'hydrogène par la réaction qu'il y a dans les cuves. Et c'est notamment parce qu'il n'y avait plus d'inertage qu'on a eu un certain nombre d'explosions pendant la phase la plus aiguë de la crise. Donc il continue d'injecter de l'azote pour éviter de nouvelles explosions, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Comme vous l'avez vu sur de nombreuses photos ou films, même encore récents, donc les bâtiments sont gravement endommagés, hein, et donc de manière associée à ça, et ben, le fait que les bâtiments soient très gravement endommagés, ils cherchent, et globalement ce sera fait a priori pour la fin de l'été, à les couvrir. Donc il ne s'agit pas d'un sarcophage à la Tchernobyl, hein, c'est simplement des panneaux qui vont mettre aux endroits les plus abîmés. L'objectif étant double, il est d'une part de fermer un petit peu les structures pour éviter qu'il y ait trop de circulation d'air entre l'intérieur et l'extérieur de ces bâtiments, mais aussi pour protéger les personnels qui travaillent au voisinage de ces bâtiments et leur offrir une certaine protection radiologique. Si on parle maintenant des piscines, donc le combustible de ces piscines, et vous avez une photo là sur la diapo projetée, a priori de ce qu'on en voit et des images qu'on a pu analyser, ce combustible ne serait pas abîmé, donc il n'aurait pas souffert dans l'accident, ce qui est plutôt une bonne chose parce que du coup son évacuation, qui est absolument nécessaire, sera rendue pas trop difficile. Voilà. Néanmoins, comme je le disais, les bâtiments sont très endommagés et notamment les structures qui soutiennent ces piscines, parce que pour mémoire, ces piscines sont situées à 30 mètres d'altitude, et les structures qui les maintiennent ont particulièrement souffert des différentes explosions qu'il y a pu y avoir pendant la phase aiguë de la crise. Et donc ces structures étant endommagées, enfin, ça présente un risque, notamment avec s'il y a un tremblement de terre dans la zone qui secourait une fois de plus ces structures. Donc l'exploitant, l'opérateur TEPCO, a des actions en cours de renfort. Vous avez peut-être vu sur le réacteur numéro 4 qu'ils ont rajouté plusieurs piliers métalliques. L'objectif étant de renforcer ces structures pour éviter des déconvenues dans le futur.
Vous le savez aussi, hein, la bataille de l'eau est en cours, et en particulier, il existe une quantité astronomique d'eau très contaminée sur le site. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place sur le site. En fait, tout ce qui pouvait être utilisé pour stocker cette eau a été utilisé, et donc voilà, il s'agit de plus en produire, ou en tout cas de plus en produire trop. Et donc, vous l'avez vu notamment la semaine dernière, l'installation de retraitement de l'eau se met à fonctionner de manière à peu près stable, et donc traite l'eau au fur et à mesure. Et depuis la semaine dernière, enfin, de l'eau qui a été décontaminée sert à refroidir les réacteurs. Donc on réutilise cette eau, on arrête d'injecter de l'eau à fond perdu. On réutilise l'eau qui est passée dans les cœurs et qui s'est contaminée, elle est décontaminée, puis réinjectée dans les cœurs. Donc pour parler vite, c'est une sorte de circuit fermé, mais qui reste quand même avec des passages un peu ouverts. Donc voilà pour l'état de la situation. Les travaux qui sont en cours, je l'évoquais précédemment, hein, la stabilisation des installations est faite, le refroidissement globalement est pérenne, même si il a généré beaucoup d'eau. Donc toute cette phase-là va durer encore plusieurs mois, notamment le traitement de l'eau contaminée. Donc ça, c'est un sujet qui va rester encore d'actualité pendant de nombreuses semaines. L'étape d'après, qui est la reconquête des installations, mettre en place un confinement plus sûr, et puis à terme, être en mesure d'évacuer le combustible irradié à la fois des piscines et envisager le démantèlement. On est plutôt sur quelques années en termes de temps de travail. Donc c'est difficile de dire exactement quand. Hein, en fonction des difficultés techniques que TEPCO rencontrera, ils seront surtout en mesure d'affiner leur calendrier. Et puis l'évacuation des cœurs et le démantèlement, l'assainissement du site, là on est plutôt sur 2 décades. Hein. Donc là c'est un problème sur l'échelle d'à peu près d'une génération. Donc maintenant le volet installation, je ne vais pas m'étendre plus. Ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est 2 sujets de contamination du Japon. Le premier est ce qu'on appelle la tache nord-ouest, hein, qui a été, que vous avez tous vu sur des cartes, qui marque l'environnement de manière importante depuis le site de Fukushima et au nord-ouest sur à peu près un peu plus de 60 km de long et 20 km de large. Et puis on évoquera aussi les épisodes qu'a connu Tokyo, parce que je pense que ça vous intéresse plus particulièrement. Donc si on prend le cas de la tache du nord-ouest, celle-ci a été réalisée finalement en très très peu de temps. C'est-à-dire que c'est un rejet qui a eu lieu sur quelques heures, entre le 15 et 16 mars. Et pour ceux qui ont une excellente mémoire, c'est au moment où le réacteur numéro 2 a connu une explosion en partie basse. Donc le réacteur numéro 2 a connu une explosion en partie basse et a généré un rejet radioactif important pendant quelques heures. Et ce rejet a rencontré en fait un front pluvieux neigeux, d'accord, qui venait en sens inverse. Donc, comme vous le voyez sur la figure, les vignettes, le vent était orienté de l'océan vers les terres, d'accord, qui se déplaçait donc vers le nord-ouest. Et le front pluvieux que vous voyez sur les vignettes, c'est les taches bleues, et plus elles sont foncées, plus la pluie est intense. C'est cet épisode qui, lui, venait des montagnes et qui allait vers l'océan. Et c'est le croisement de ces deux phénomènes, de la radioactivité dans l'air d'un côté, de la pluie de l'autre, qui a précipité une grande partie de la radioactivité au sol. Et c'est ça qui a marqué l'environnement. Parce qu'il faut savoir que si on a de la radioactivité dans l'air qui se déplace, s'il ne pleut pas, l'environnement se marque très très peu. C'est-à-dire que globalement, il y a un peu de dépôt, mais c'est sans aucune commune mesure. Par contre, quand il y a de la radioactivité et qu'il pleut, alors là, on marque l'environnement. Et c'est ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'on a eu un rejet intense, provenant du réacteur numéro 2, qui a croisé de la pluie, et ça a donné la tâche de contamination que vous connaissez tous, qui a été publiée pour la première fois par les Américains et les équipes du département d'énergie US. Donc c'est sur la vignette que vous voyez ici en haut à gauche, qui montre en fait des mesures qui ont été faites par voie aérienne. En fait, c'est un avion qui est équipé d'un dispositif de mesure et qui, en se déplaçant, est capable de mesurer directement la radioactivité au sol. Et donc, c'est cette carte-là qui a servi, et qui nous a servi, nous, à l'Institut, notamment pour l'interpréter et construire la carte que vous voyez à droite, qui est en fait le reflet de la contamination et du dépôt au césium dans cette zone. Alors, en termes d'intensité et de gravité, ce qu'il faut voir, c'est que cette tâche, elle est du niveau de ce qu'il y avait localement autour de Tchernobyl il y a 25 ans. C'est-à-dire que la contamination est du niveau de celle et des territoires contaminés autour de Tchernobyl. Néanmoins,
la surface impactée, c'est 10% de celle qui a été impactée par Tchernobyl. D'accord ?